there will be some people who might question whether you're the right person to lead this project and its efforts to end homelessness. How would you respond to that? I think Le jour où tout s'est est arrivé sans prévenir, comme si Londres elle-même ignorait encore l'imminence de la tempête. Ce récit fictif décrit comment la nouvelle transmise par Buckingham Palace, brève, froide et d'une fatalité insoutenable, a figé le monde. Pas de gros titres, pas de fuite dans la presse à scandale, mais une annonce officielle de la monarchie elle-même, formulée dans un langage si dépouillé qu'elle a presque frappé plus fort qu'une confirmation explicite. La déclaration ne contenait aucun détail, aucune assurance, aucun contexte. Seulement des mots lourds de sens, car chacun comprenait qu'il dissimulait quelque chose de plus grand, de plus douloureux et de plus irréversible que quiconque n'osait le soupçonner. Pour le public, ce fut un choc. Pour le prince William, ce fut la confirmation d'une tragédie qu'il portait depuis des jours comme un fardeau qu'il refusait de partager. Ce qui rend cette journée si saisissante dans la reconstitution fictive, c'est la façon dont l'information s'est propagée. Elle n'est pas tombée. Elle a explosé. Les chaînes de télévision habituées au calme des programmes matinaux ont soudainement basculé vers l'information de dernière minute. Les présentateurs de la BBC se sont interrompus en plein milieu d'une phrase, la voix brisée par l'émotion. Les réseaux sociaux se sont transformés en quelques secondes en un bouillonnement de spéculations, de peurs, de chagrin et de questions confuses. Les hashtags concernant William ont atteint le sommet des classements mondiaux, alors que personne ne savait exactement ce qui s'était passé. Le communiqué évoquait une perte douloureuse et irréparable, et la vie privée de la famille, des termes rarement employés dans le langage officiel et presque jamais simultanément. Ces mots ont réveillé une vieille crainte chez les Britanniques, celle de voir la famille royale frappée par une nouvelle tragédie. Et tandis que le pays se livrait à des interprétations, William, lui, ne se souciait plus de l'opinion publique. Il se souciait uniquement de la signification que ce communiqué avait pour lui. À l'intérieur du palais de Kensington, sa réaction fut décrite par les rares personnes présentes comme un silence. Non pas de l'incompréhension, mais une soumission totale à une vérité trop lourde à porter aux mots. La déclaration était formelle, mais William en percevait la dimension humaine. Il savait ce qui avait été discuté la veille. Il connaissait les conversations tenues à Balmoral, les mots que son père lui avait murmurés dans ses derniers instants de lucidité, la décision prise par Charles de rendre publique sa maladie. Cette annonce n'était pas le début d'une tragédie, mais la fin de semaines durant lesquelles il avait dû porter le poids de la vérité en silence, car le protocole et les préoccupations familiales ne lui laissaient aucun autre choix. Ce qui rendit ce moment encore plus poignant, ce fut le tollé général qui suivit immédiatement. L'image de Catherine qui fit le tour du monde quelques minutes après la déclaration, pâle dévastée, retenant visiblement ses larmes, devint la preuve silencieuse que la tragédie n'était pas une hypothèse. Elle n'avait rien dit, mais son visage révélait tout ce que la déclaration dissimulait. Ce récit fictif décrit comment l'image de son départ de Kensington a fonctionné comme un sismographe mental. Chaque tremblement de son corps était interprété par des millions de personnes comme un indice de ce qui s'était passé. Et personne n'aurait pu se méprendre sur l'intensité de son chagrin. À l'intérieur même du palais de Buckingham, l'atmosphère était comme s'il manquait d'oxygène. Les couloirs étaient silencieux, les pas plus rapides, les regards plus graves. Le personnel ne chuchotait plus par politesse, mais parce qu'un mot risquait de briser le fragile équilibre de l'instant. Certains échangeaient dans des regards tendus, conscients d'assister à un moment historique. Le communiqué publié n'avait fait qu'effleurer la vérité. À l'intérieur du palais, on en connaissait toute l'étendue. Et c'est précisément là, au cœur de ce choc institutionnel silencieux, que William se trouvait pivot entre le deuil public et le désarroi personnel. L'héritier du trône, celui qui avait passé sa vie à se montrer digne, calme et imperturbable, face à la crise, se trouvait confronté à l'impossibilité de jouer parfaitement son rôle. Il n'était plus un héritier à cet instant, mais un fils. Un fils qui savait que la déclaration lue par des millions de personnes ne révélait que la moitié de la vérité. Un fils qui entendait encore résonner les paroles de son père. Un fils qui comprenait que ce qu'il avait vécu en silence se déversait désormais sur la place publique de manière incontrôlable et irréversible. Ce qui rend ce récit fictif si poignant, c'est que William ne s'est pas effondré paralysé par la tragédie, mais parce qu'il ressentait le poids du devoir et du deuil se confondant. Jusqu'où un héritier doit-il aller pour dissimuler ses émotions lorsque son père est mourant ? Quelqu'un élevé pour servir le peuple doit-il manifester son chagrin ? Le deuil fait-il même partie du protocole institutionnel ? La déclaration laissait entendre un respect de la vie privée, mais William savait qu'il n'y aurait plus d'intimité dès l'instant où ces mots seraient prononcés. Et tandis qu'il se tenait là, la déclaration à la main, le silence du palais derrière lui et le vacarme d'un monde sous le choc devant lui, une question s'imposait à lui. Une question qui hantait ses pensées depuis des jours, mais qui devenait maintenant d'une clarté insoutenable. Comment peut-on à la fois pleurer un père et se préparer à devenir roi ?
Dans ce récit fictif, la réunion secrète de Balmoral marqua le véritable point de rupture, l'instant où le vernis du contrôle royal vola en éclats. Tandis que le public s'interrogeait sur la froideur de la déclaration officielle, à des centaines de kilomètres de là, une scène se déroulait invisible aux yeux de tous, mais à jamais gravée dans la mémoire des présents. La réunion commença tôt le matin, avant même que les premiers rayons du soleil ne percent la brume écossaise. Balmoral, d'ordinaire havre de paix et de tradition, régnait ce jour-là une atmosphère pesante, comme si le domaine lui-même pressentait un événement qui allait bouleverser la monarchie. Les voitures arrivèrent une à une, sans escorte, sans protocole, sans la grandeur cérémonielle habituellement associée à chaque déplacement royal. Le silence qui enveloppait le bâtiment principal se mua non en calme mais en avertissement. À l'intérieur, la pièce était empreinte de respiration haletante, de mains tremblantes et de regards qui ne cherchaient plus à dissimuler quoi que ce soit. Le calme stoïque, qui caractérisait habituellement la famille, avait disparu. En bout de table, Charles était assis, le visage marqué par les nuits blanches et le poids insoutenable de ce qu'il portait depuis si longtemps. Ses yeux d'ordinaire distants et calculateurs étaient rouges et brisés. À ses côtés, Anne, d'une présence imperturbable, paraissait pourtant plus fragile que jamais, comme si elle avait déjà dû consentir à trop de sacrifices. William arriva en dernier dans cette mise en scène invisible, mais non sans une certaine attention. L'atmosphère changea dès son entrée, comme si chacun savait que ce moment ne ferait qu'alourdir le fardeau qui pesait sur ses épaules. Pour les personnes présentes, l'histoire semblait se liguer contre elle. La discussion ne se déroula pas comme à l'accoutumée, pas d'ordre du jour précis, pas de langage formel, mais des bribes de conversation, des silences pesants et des moments où personne n'osait parler. Sur la table reposait un dossier fermé, le dossier qui contenait tout, le diagnostic, le pronostic, le calendrier, l'inévitable réalité. Charles ne les laissait pas l'ouvrir. Chacun en connaissait déjà le contenu. Mais son symbolisme, le silence qui l'entourait, l'interdiction de le toucher, devint le cœur silencieux de la réunion. Rarement la fragilité d'un monarque avait été aussi palpable. Ce récit fictif révèle que cette réunion était bien plus qu'un simple compte rendu médical. C'était une confrontation existentielle. Charles ne voulait plus dissimuler la vérité derrière le devoir, la peur ou l'orgueil. Il savait que la maladie progressait plus vite qu'il ne l'aurait admis. Il savait que son fils devait être préparé à ce qui l'attendait. Et il savait que la monarchie ne devait pas s'effondrer sous le poids du secret, une leçon trop profondément ancrée dans l'histoire familiale pour être ignorée une fois de plus. La comparaison avec le matin le plus sombre depuis Diana se fit murmure dans les couloirs par la suite, non pas parce que la situation était identique, mais parce que le désarroi ressenti était semblable. Le silence, les larmes, le conflit entre la famille et le devoir, ces schémas se répétaient. Anne d'ordinaire, le pilier de la famille, fut la première à rompre le silence. Sans effusion de voix, sans émotion, mais avec cette lucidité implacable qui la caractérisait depuis des décennies. Dans cette reconstitution romancée, elle cerna le nœud du problème. Il fallait choisir entre les besoins de la monarchie et ce que la famille pouvait tolérer. La situation était instable, voire dangereuse. Et si l'information fuit, et si la presse découvrait la vérité avant la famille elle-même, et si William n'avait pas l'occasion de dire adieu, ces questions planaient comme un brouillard, épais, suffocante et omniprésente. William cependant devint le centre de l'attention. Non pas parce qu'il était l'héritier, mais parce que tous les présents constataient l'effet que la vérité avait sur lui. Il se tenait droit, mais toute sa posture trahissait une tension palpable, les épaules raides, le regard fixé sur un point de la table qu'il ne pouvait détacher de son attention. Les mots prononcés par son père, brefs, déchirants mais sincères, résonnèrent comme des pierres. Aux yeux du monde, Charles serait toujours roi, mais là, dans cette pièce, se trouvait un père qui ne pouvait plus protéger sa famille du mal qui grandissait en lui. Et pour William, c'était comme si le poids de toute une génération reposait soudainement sur ses épaules. Dans ce récit romancé, des témoins décrivent comment le silence qui suivit les aveux de Charles dura plus longtemps qu'une prière. Ce qui rend cette réunion si poignante, c'est que chacun savait qu'il n'y avait pas de bonne décision. Le secret serait perçu comme une tromperie. La transparence totale sèmerait la panique. Et tandis que les conseillers s'efforçaient de trouver un équilibre, les membres de la famille ne ressentaient qu'une seule chose, le chagrin. Ni politique ni stratégie. Le chagrin d'un homme, d'un père, d'un frère. Et pourtant, une décision devait être prise. Une annonce devait être faite. Une déclaration soigneusement formulée qui à la fois ne dirait rien et dirait tout. Mais avant même que ces mots ne soient écrits une évidence, s'est imposé à tous comment préparer une nation à une vérité qu'on a soi-même du mal à l'accepter.
Dans ce récit fictif, les adieux de William dans les Highlands constituent le chapitre le plus personnel, le plus secret et le plus déchirant de cette tragédie. Alors que le monde était encore plongé dans l'obscurité et que le palais se préparait à une déclaration qui allait sans aucun doute se propager à travers le Royaume-Uni comme une onde de choc, William entreprit un voyage qui ne figurerait dans aucun registre officiel. Pas d'équipe de tournage, pas de convoi visible, pas de communiqué de presse. Juste un point de départ discret au petit matin et une voiture qui quitta la ville comme venue d'un autre temps. Ce voyage n'était pas un devoir royal mais un instinct. L'instinct d'un fils qui savait qu'il lui restait un dernier moment à ne pas manquer, un dernier adieu qu'il ne pourrait regretter plus tard. Dans cette reconstitution romancée, le trajet jusqu'à Balmoral est décrit comme un silence presque irréel. Le monde extérieur semblait se fondre en traînées grises de pluie et de brume tandis que William restait immobile, le regard fixé non pas sur le paysage, mais sur quelque chose de bien plus profond, l'inéluctabilité de la perte. Le chauffeur qui savait ce que ce voyage signifiait ne disait rien. Même les gardes du corps lui à l'arrière ne chuchotaient pas comme si le moindre mot risquait de rompre le fragile équilibre qui régnait sur cette journée. Le pays que traversait William lui avait toujours offert du réconfort, les collines escarpées d'Écosse, le silence des forêts de pins, les plaines que sa mère aimait tant. Mais aujourd'hui, rien ne lui était familier. Même la terre semblait en deuil. Lorsqu'il arriva à Balmoral, l'air lui parut plus lourd qu'à l'ordinaire. La brume était épaisse comme pour protéger le domaine des regards indiscrets. À l'intérieur, l'atmosphère était différente de celle de la réunion secrète du début de la semaine. La tension avait laissé place à quelque chose de plus intime, de plus doux, mais d'autant plus douloureux, la compréhension silencieuse et partagée que ce moment ne pouvait plus être reporté. William fut conduit dans une pièce qui avait servi de refuge à 7 générations de la famille, mais aujourd'hui on aurait dit que les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Son père n'était pas assis dans la solennité royale à laquelle on aurait pu s'attendre. Ni couronne, ni cérémonie, ni protocole. Juste Charles, un homme, sans le manteau royal, sans le poids du devoir, sans distance. Dans ce récit fictif, il n'y a pas de parole, mais il y a la compréhension. William prit place hésitant d'abord comme s'il craignait qu'un pas de trop ne brise l'illusion. Mais la réalité refusait de s'estomper. Les signes de faiblesse étaient indéniables, le teint pâle, la respiration instable, les tremblements d'une intensité jamais vue. Pourtant, aucun désespoir ne régnait dans la pièce. Ni lutte vaine, ni espoir illusoire. Juste 2 hommes assis l'un en face de l'autre comme un père, et son fils sans titre, sans attente. C'était la première fois depuis des années qu'ils se rencontraient en toute sincérité. La reconstitution romancée décrit le regard de Charles posé sur lui, non pas un regard d'autorité, ni un ordre, mais un regard de reconnaissance. Le regard de celui qui sait qu'il doit lâcher prise. Le regard de celui qui comprend enfin le fardeau que son fils allait hériter. Aucun mot n'a été échangé, aucune phrase apprise par cœur, seul le silence éloquent. William ressentait le poids de tout ce qui n'avait pas encore été dit, de tous ces moments d'incompréhension, de cette distance qui pourtant n'avait jamais été voulue. Et dans ce silence naquit une promesse tacite, malgré son cœur brisé, il devait aller de l'avant. Il devait supporter ce que son père ne pouvait plus supporter. Dans ce récit romancé, les témoins murmuraient plus tard à propos du moment où William avait déposé un petit morceau de papier plié sur la table de chevet, un geste intime destiné à ne jamais être lu par d'autres. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une lettre, d'autres d'une simple phrase, voire d'un seul mot. Mais tous comprenaient qu'il s'agissait de ces adieux non pas sous la forme d'un devoir royal, mais d'une déclaration d'amour profondément humaine. Lorsqu'il se leva enfin, il eut l'impression que le temps s'était arrêté dans la pièce, comme s'il était assis depuis des minutes et des années à la fois. Son corps était lourd, mais son visage était étrangement impassible. Non pas qu'il ne ressentât aucune émotion, mais parce qu'il y en avait trop pour les exprimer. En quittant Balmoral, sa respiration se fit un instant saccadée. Il savait que c'était la dernière fois que son père le verrait comme un fils, sans public, sans la distance royale, sans le regard du monde. Sur le chemin du retour vers Londres, il garda le silence. Le silence dans la voiture n'était plus protecteur mais pesant. Ses collaborateurs racontèrent plus tard comment William regardait par la fenêtre, comme s'il tentait de comprendre comment le monde pouvait continuer d'exister alors que le sien s'effondrait. Ses mains tremblaient, par moments non pas comme celles de son père, mais comme un écho de tout ce qu'il venait de voir. Et dans ce vide émotionnel surgit la question qui allait assombrir toutes ses décisions à partir de ce moment: comment trouver la force de diriger un pays quand la mort de son père résonne encore en soi? La vérité sur le dossier médical n'a pas éclaté lors d'une cérémonie officielle, ni lors d'une conférence de presse, ni même par une révélation orchestrée, mais comme une confrontation brutale et inévitable avec la réalité qui a instantanément réduit au silence tout le palais. Ce récit fictif décrit comment le dossier longtemps dissimulé sous un épais voile de protocole de discrétion et de réputation royale est finalement parvenu aux 2 personnes qui méritaient le plus de connaître la vérité, Anne et William.
Et tout comme les mots de la déclaration officielle avaient paralysé le monde, l'ouverture de ce dossier a produit le même effet à huis clos. Le dossier lui-même était mince, presque insignifiant, pour un document qui allait déterminer l'avenir de la monarchie. Mais son contenu, la description clinique de l'état de santé de Charles, l'évaluation médicale, le pronostic, était plus percutant que n'importe quel scandale politique, crise publique ou tragédie personnelle. Les formulations étaient laconiques, froides et d'une précision chirurgicale. Aucune place pour l'interprétation, aucun adjectif pour adoucir la vérité. Là où la déclaration officielle était restée muette, le dossier s'exprimait en phrases que personne n'oublierait. Un stade avancé, irréversible, un temps limité. Les mots étaient aussi dévastateurs que les silences qui les séparaient. En le lisant, William sentit quelque chose en lui se briser et se figer simultanément. Ce n'était plus une question de suspicion ou d'intuition, c'était le moment où il fallait abandonner tout espoir. Un moment que personne ne souhaite vivre, mais qu'il devait endurer car son nom figurait dans le protocole et parce que son père l'avait élevé dans un sens inébranlable du devoir. Anne, qui avait toujours été le pilier inébranlable de la famille, lut le dossier dans une posture figée comme figée, au cœur de la tempête. Droite mais fragile intérieurement. Cette reconstitution romancée révèle comment elle aussi luttait pour reprendre son souffle. Elle s'en doutait, avait perçu les changements chez Charles, avant les autres, avait interprété les silences entre ces mots comme des signes avant-coureurs. Mais à présent, la vérité était écrite en lettres noires, sans possibilité de résistance. Et tandis qu'elle se tenait près de William, elle voyait en lui non seulement l'héritier du trône, mais aussi le garçon qu'elle avait serré dans ses bras, après l'annonce de la mort de Diana, le jeune homme brutalement contraint de grandir trop vite. Le voilà de nouveau face à un abîme où la jeunesse, la sécurité et les liens familiaux s'évanouissaient en un instant. Ce qui rend cette phase du récit si décisive, c'est que le dossier n'était pas qu'un simple document médical, mais une véritable bombe politique. Car au sein même du palais, un autre combat se profilait. Fallait-il révéler la vérité au grand jour, ou la dissimuler sous un voile de neutralité royale, et le vieux précepte selon lequel le public n'a accès qu'à l'information nécessaire, William lui voyait les choses autrement. Pour lui, il ne s'agissait pas d'un silence stratégique, mais de dignité humaine. De la dignité de son père. Le peuple avait droit à la vérité, était-il convaincu? Le pays méritait l'honnêteté et non une série de déclarations tièdes destinées uniquement à éviter la panique. Les conseillers avaient un avis différent. Cette reconstitution romancée décrit comment l'atmosphère des salles de réunion passa du deuil à la tension, puis à des discussions houleuses où tradition et transparence s'affrontaient. Les hauts responsables exhortaient à la retenue, les marchés réagiraient, le Commonwealth serait déstabilisé, les dirigeants politiques seraient désorientés. La monarchie devait projeter une image de stabilité, alors même que la réalité en coulisses s'effondrait. Mais William percevait désormais cette rétention non comme une protection, mais comme une trahison. Comme si son père allait disparaître dans une sorte de brouillard institutionnel où l'on oublierait qu'il était un être humain dont le corps le lâchait peu à peu. L'appel des conseillers, par conséquent, se heurtait non pas à la raison, mais au cœur. Le conflit atteignit son paroxysme lorsque Guillaume, dans un rare moment de frustration, frappa la table du poing, non pour affirmer son pouvoir, mais parce que la tension était devenue insoutenable. Il voulait que l'on comprenne ce qu'il avait vu, ce qu'il avait lu, ce qu'il avait ressenti dans cette pièce de Balmoral. Mais les mots ne suffisaient pas. Et à cet instant précis, il se trouvait confronté au rôle qui lui avait été tracé toute sa vie. Il devait choisir entre fils et héritier, entre humanité et monarchie. Comment concilier les deux ? Dans cette reconstitution romancée, Anne joua une fois de plus le rôle de médiatrice. Elle rappela à tous les conséquences historiques du secret les erreurs du passé, la méfiance qui en découlait toujours. Elle ne prônait pas une honnêteté absolue, mais elle comprenait que le silence aveugle pouvait être plus destructeur que n'importe quelle protestation publique. Son soutien permit à William de ne pas céder complètement à la pression. Mais le moment le plus dévastateur survint lorsque William et Anne comprirent eux aussi que le temps n'était plus leur allié. Les dossiers médicaux ne parlaient plus de mois mais de semaines. Dès lors, toute discussion devint vaine face à la réalité. La vérité n'avait plus besoin d'être cachée car elle allait bientôt éclater au grand jour. Dans ce récit fictif, cette prise de conscience marque le point de rupture où William s'effondre une fois de plus, non pas publiquement mais en silence. Car la question qui le consume désormais n'est ni politique, ni institutionnelle, ni historique, mais profondément humaine. Comment se préparer à un avenir qui commence par la perte de la personne à qui l'on était censé succéder ? Dans ce récit fictif, les tensions, la réconciliation et le retour d'une famille symbolisent non seulement un bouleversement émotionnel, mais aussi le point de bascule où la monarchie, pour la première fois depuis des années, est contrainte de se confronter à sa propre humanité. Tandis que la vérité sur l'état de santé de Charles plane comme une ombre sur le palais, une tension intense se fait jour entre devoir et émotion, entre tradition et vérité, entre générations, chacune portant ses propres blessures.
La famille est déchirée pendant des années par les malentendus, les reproches et l'éloignement géographique est désormais inévitablement réunie par une même tragédie. Mais la réconciliation n'est jamais chose aisée. Dans cette reconstitution romancée, elle devient un processus ardu conflictuel mais finalement inéluctable. La première fissure se situe au cœur même du palais. Tandis que William examine les dossiers médicaux et que les conseillers continuent de défendre leur stratégie, il commence à comprendre qu'il n'est pas seul à aspirer à la vérité. C'est Harry, le frère avec lequel il semblait ne communiquer que par le biais des gros titres des journaux depuis des années, qui de façon inattendue brisent le silence. Dans ce récit fictif, leur conversation ne porte ni sur les titres, ni sur les rôles, ni sur l'image publique, mais sur la perte. Harry entend la vérité par un canal confidentiel et sa réaction est brute, spontanée et profondément humaine, un sanglot silencieux qui dissout la distance des années en une fraction de seconde. Pour la première fois depuis longtemps, les frères se retrouvent non pas face à face mais côte à côte, unis par quelque chose de plus grand que leur conflit, leur amour pour un père qu'ils risquent de perdre. Tandis que les analystes politiques dissèquent leur relation depuis des années, comme s'il s'agissait de pions dans une lutte de pouvoir, leur lien dans ce récit fictif se révèle bien plus simple et infiniment plus profond, celui de deux fils qui ont peur. Anne, toujours le pilier discret de la famille, observe leurs retrouvailles avec la lucidité de celle qui sait que la tragédie peut parfois guérir là où les mots échouent. C'est elle qui les encourage à parler. Non pas en tant que membre de la famille royale, mais en tant que famille. Et ces mots simples mais efficaces les marquent le début de ce qui sera plus tard appelé la réconciliation de Balmoral. Le retour inattendu de Harry au Royaume-Uni marque le moment symbolique où les vieilles blessures commencent à se cicatriser. Son arrivée, sans presse, sans escorte officielle, sans Meghan, est un acte de priorité et de compassion. La reconstitution romancée souligne le silence de son retour. Pas de cérémonie, pas de protocole, seulement un homme qui veut soutenir son frère dans la période la plus sombre de sa vie. Et lorsque les deux se retrouvent à Windsor, la tension est d'abord suffocante. Des années de reproches, de malentendus et de silence planent comme un brouillard entre eux. Mais ce même brouillard se dissipe peu à peu lorsqu'ils entendent le nom de leur père. Charles, non pas le roi mais l'homme qui les a tous deux façonnés, devient le pont qui les rapproche. Anne joue le rôle de médiatrice non pas en intervenant directement mais en prononçant ces mots que personne d'autre n'ose dire à voix haute « Vous êtes d'abord des fils, ensuite des princes ». Dans ce récit romancé, cette simple phrase suffit à apaiser les tensions. William et Harry comprennent alors que les dernières semaines de leur père sont trop précieuses pour raviver de vieux conflits. Ils commencent à parler, avec prudence, hésitation, comme à l'affût d'une nouvelle conversation. Et si tout n'est pas résolu, une ouverture inattendue se crée. Ils partagent des souvenirs, des sentiments de culpabilité, des fragments d'enfance enfouis depuis des années. Pour la première fois depuis longtemps, ils rient même brièvement d'un rire qui ne vient pas de la joie, mais de la reconnaissance d'un passé révolu. Dans le même temps, une seconde ligne de fracture apparaît en dehors de la famille royale, entre le peuple et la monarchie. Mais cette fracture se manifeste différemment des prévisions. Là où certains craignant le chaos suite à la fuite des dossiers médicaux, une vague d'empathie déferle ébranlant les fondements même du palais. Spontanément, les gens se rassemblent devant Buckingham Palace, non pour exiger, non pour critiquer, mais pour faire preuve de compassion. Des bougies sont allumées, des messages sont déposés, des photos sont exposées. De toutes les régions du pays s'élève la même voix, le soutien, et non la condamnation. En ces jours-là, la monarchie n'est plus perçue comme une institution distante, mais comme une famille en deuil. Ce qui rend ce moment si remarquable dans la reconstitution romancée, c'est que c'est précisément cette réaction humaine qui contraint le palais à reconsidérer son silence stratégique. Guillaume comprend que le lien avec le peuple n'est pas rompu par l'honnêteté mais par son absence. Le peuple ne souhaite pas une monarchie parfaite, mais une monarchie intègre. Non pas une famille royale invulnérable, mais une famille royale à laquelle on peut s'identifier. Et c'est précisément cette prise de conscience qui marque un tournant décisif pour lui. Lorsque Harry accompagne enfin William à une réunion familiale privée, un phénomène inattendu, se produit un sentiment d'unité. Les conversations sont douloureuses, chargées d'émotions, mais elles offrent un répit. C'est comme si la famille osait enfin respirer. La tragédie, en fin de compte, peut adoucir les aspérités les plus vives des conflits. Et pourtant, une ombre plane sur tout cela. Cette réconciliation sera-t-elle assez forte pour résister à la tempête qui s'annonce, le jour où Charles partira réellement? Dans ce récit fictif, le jour des adieux et de l'héritage nouveau marqua un tournant, signant non seulement la fin d'une ère, mais aussi le début irrévocable d'un nouveau chapitre. Le matin se leva dans un silence plus profond que jamais dans l'histoire royale récente.
Londres, toujours trépidante et impatiente, sembla comprendre que ce jour n'était pas qu'une simple cérémonie, mais un moment où la nation retint son souffle. Le drapeau flottait en berne au-dessus de Buckingham Palace, le ciel était lourd et gris, et même les pigeons perchés sur la clôture semblaient se déplacer plus lentement. Dans cette atmosphère de deuil partagé, le prince William dut faire face à la tâche qu'aucun fils ne souhaiterait accompagner son père jusqu'à sa dernière demeure sous le regard de millions de personnes. Cette reconstitution romancée décrit comment William ferma les portes du palais de Kensington avec une gravité née non seulement du chagrin mais aussi de la prise de conscience qu'à partir de cet instant, il ne pourrait plus jamais être un simple fils. Le cortège de voitures, l'escortant jusqu'à Westminster, avançait lentement, presque avec révérence, à travers une ville qui observait en silence. Les gens se tenaient en côte à côte, certains avec des bougies, d'autres avec des fleurs, d'autres encore les mains vides, mais le cœur empli de joie. Même les commentateurs les plus cyniques admettraient plus tard qu'il s'agissait d'un événement rare, une expérience collective de deuil où la frontière entre la monarchie et le peuple s'estompa momentanément. Entre les murs de l'abbaye de Westminster, une scène se déroula qui allait entrer dans l'histoire. Catherine et Anne se tenaient auprès de William, leur présence silencieuse et rassurante le soutenant. Les caméras n'ont pas enregistré de faits divers sensationnels ni de tensions politiques. Elles ont capturé l'humanité. L'éloge funèbre de William devint le moment le plus poignant de la cérémonie. Sa voix d'ordinaire, si maîtrisée qu'elle en devenait inaccessible, tremblait visiblement. Il parla non pas du roi, mais du père. De l'homme qui lui avait enseigné le devoir, mais aussi l'amour. Même lorsque cet amour était parfois lourd, maladroit ou tardif. Ce discours perça la carapace de la distance royale et toucha l'assistance d'une manière rarement atteinte lors de cérémonies publiques. Le monde entier a observé Harry s'avancer une rose blanche à la main. Son geste, discret, silencieux mais d'une portée symbolique immense, fut perçu par beaucoup comme la réaffirmation de leur fraternité. Un geste interprété même par les observateurs les plus critiques comme un « je suis là », silencieux, suspendant temporairement des décennies de tension. Non pas en tant que duc, non pas en tant qu'adversaire dans une guerre médiatique, mais en tant que fils. Ce récit fictif révèle également que le deuil national a eu un effet secondaire inattendu, il a rapproché le public de la monarchie comme cela n'avait pas été possible depuis des années. On ne voyait plus William comme un héritier lointain, mais comme un homme aux prises avec les mêmes émotions que tous. Les journaux parlaient de monarcha, monarchie humaine, une expression qui devint rapidement le symbole d'une nouvelle orientation. Dans les conversations de pub sur les réseaux sociaux, dans les églises, autour des tables familiales partout, on évoquait avec un mélange de chagrin et d'admiration un homme qui avait osé afficher sa douleur au grand jour. Mais même au sein de cette vague d'émotions collectives se profilait un avenir difficile. Car à peine la cérémonie terminée, la dernière rose déposée et les caméras parties, une autre réalité attendait William. Les documents étaient NP, les conseillers étaient déjà réunis. Les protocoles avaient déjà été réécrits pour la période de transition. La monarchie ne s'arrête jamais même lorsqu'un cœur se brise. Et dans la reconstitution romancée de cette histoire, et on comprend à quel point cette responsabilité s'est abattue sur William comme une tempête implacable. Pourtant, un événement inattendu se produisit. La tragédie n'avait pas seulement creusé un fossé, mais avait aussi apporté la guérison. La réconciliation entre William et Harry fut un élément clé de la nouvelle fondation. Non pas parce qu'ils avaient surmonté tous leurs différends, mais parce qu'ils partageaient quelque chose de plus grand que leur conflit, le désir d'honorer l'héritage de leur père. Anne, qui les avait pris sous son aile des années auparavant, lorsque la tempête médiatique était devenue insupportable, demeura leur guide discret. Lorsque William prononça son premier discours en tant qu'héritier présomptif peu après la cérémonie à l'aube de son accession au trône, le ton fut unique. Point de formules détachées, point de phrases guindées et édulcorées par des conseillers pour parfaire la neutralité diplomatique. Il parla de devoir certes, mais aussi de vulnérabilité d'évolution d'humanité. Il expliqua que son père lui avait enseigné que le leadership ne prend tout son sens que lorsqu'on comprend que chaque décision touche un cœur et non un concept abstrait. Puis il a évoqué sa mère pour la première fois en public depuis les funérailles des années auparavant. Il a déclaré que ses deux parents l'avaient profondément marqué, l'un par son dévouement, l'autre par son empathie. Le pays a alors manifesté un soutien sans précédent. Non pas parce que ses paroles étaient parfaites, mais parce qu'elles étaient empreintes de vérité. Dans ce récit fictif, ce moment marque le début de ce que la presse appellera plus tard la doctrine Guillaume, la promesse d'une monarchie non plus au-dessus du peuple, mais au milieu de lui. Une monarchie qui se modernise par l'honnêteté, l'accessibilité émotionnelle et la vulnérabilité comme source de force. Une monarchie où le deuil n'est pas caché mais partagé. Ainsi, le jour où le pays a dit adieu à un roi est aussi devenu le jour où il a embrassé un nouvel avenir. Un avenir où non seulement un monarque se tient sur le trône, mais un homme qui comprend ce que signifie perdre et ce que signifie être responsable de toute une nation.
La tragédie qui a brisé les fondements de William est finalement devenue l'héritage qu'il a façonné. La question qui demeure résonne comme un coup de marteau dans le silence qui suit la cérémonie. Comment un roi marqué par le deuil peut-il changer le cours de son royaume ?